Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Parlez-en autour de vous, c'est sur Ado et nulle part ailleurs. Tous les soirs, je vous offre autre chose que du foot et du cul. Mais attention, je préfère vous mettre en garde. Il se dit ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. On aborde tous les sujets que les autres stations, les autres télés ne veulent pas aborder. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette émission est toute singulière. Et c'est pour ça que si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Il est 22h02, c'est aujourd'hui lundi, c'est une bonne semaine qui démarre, croyez-le bien. Elle sera magnifique, vous êtes peut-être en vacances, profitez-en. Et j'aimerais vous rappeler qu'en 1980, Hollywood nous offrait un film incroyable dans lequel le personnage principal était le porte-avions nucléaire USS Nimitz. Je m'adresse à tous les hommes. Pendant ces dernières heures, beaucoup de choses se sont produites. Ce phénomène est une tempête qu'a traversé le Nimitz il y a 18 heures. Et cette tempête a d'une certaine façon affecté le temps tel que nous le concevons. Elle a créé une porte s'ouvrant sur une autre ère. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 1941. Mais vous le savez, la fiction n'est intéressante que lorsqu'elle est proche de la réalité. En 1969, le groupe scientifique du projet Phoenix de Brookhaven, désirant poursuivre ses recherches issues de la chaise de Montauk, aurait requis des moyens auprès des militaires qui auraient accepté et leur aurait offert l'accès à la base à demi désaffectée de Montauk ainsi qu'un générateur de forte puissance nécessaire pour leur expérimentation. Les techniciens du vieux radar de la base auraient alors signalé aux scientifiques que la puissance et la fréquence du radar influaient sur l'humeur et le comportement des gens de la base. Les scientifiques intéressés auraient alors adjoint au radar la technologie des micro-ondes, déjà, et le projet aurait été alors rebaptisé Phoenix 2 ou projet Montauk. Eh bien, pour vous en dire toute la vérité, ce soir, Geneviève Van Kelev. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous avoir avec bonne humeur, bien sûr, comme d'habitude. Alors, vous avez écrit Les Voyages dans le temps, édité à compte d'auteur, et puis Les Rescapés de Montauk, toujours édité à compte d'auteur. Déjà, le projet Montauk et l'expérience de Philadelphie, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à tout cela, Geneviève ? Eh bien, l'envie, c'était parce que je m'intéressais déjà aux extraterrestres depuis déjà un bon bout de temps. Ouais. Et là, j'ai lu sur... j'ai donc lu, j'ai acheté les 5 livres qui existent en anglais sur Montauk. Ouais. Il y en avait d'abord 3. Ouais. Et j'ai lu tout ça et j'étais évidemment passionnée une fois de plus parce que, comme vous disiez tout à l'heure, la réalité dépasse vraiment la fiction. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, Geneviève. La genèse du projet, en fait, c'est quoi ? Ça vient d'où au départ ? Oui, eh bien, vous savez, c'était la Navy qui aurait voulu posséder la technique de l'invisibilité, c'est-à-dire de rendre ces bateaux invisibles. Ah bah oui. C'était pas encore la guerre, mais évidemment, comme ils étaient toujours intéressés par les futures guerres. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors, ça, dès 1931 déjà, 3 scientifiques se sont rencontrés à l'université de Chicago. L'un des 3 était Nikola Tesla. Ah, déjà. Donc, on commence à connaître, oui, la réalité et le génie, bien sûr. Bien sûr. Alors, ils ont pensé à ça, puis ensuite, leur groupe a été transféré à l'Institut d'études avancées de Princeton. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je suppose. Princeton, donc c'est toujours aux États-Unis, et c'était, vous savez, vraiment l'université la plus avancée. Elle était complètement d'ailleurs indépendante, et la plus avancée au monde au niveau des recherches, bien sûr. D'accord. Le Einstein a rejoint l'Institut en 1933. Ouais. Il avait quitté l'Allemagne en 1930. Ouais. Puis le docteur von Neumann, qui était un Hongrois d'origine, qui était un génie également, mais plutôt en mathématiques. Et puis le docteur Robert Oppenheimer. Et puis le docteur David Hilbert. C'était aussi un mathématicien et un ami du docteur von Neumann. D'accord. C'est lui, Hilbert, qui a défini, c'est lui le premier qui a défini les réalités multiples sur lesquelles on travaille tant maintenant. D'accord. Voilà. Alors, donc Tesla, vous savez, Tesla, il avait surtout des réalisations. Lui, il travaillait surtout, il réalisait des choses et il avait travaillé beaucoup sur des appareils électriques de forte puissance. Ouais. Alors, en 1933, Roosevelt, qui le connaissait, Ouais. eh bien, lui demande, voulez-vous travailler pour le gouvernement américain ?
nous avons un projet pour vous. Ouais. Voilà, et il lui pose la question. Il lui dit qu'il voudrait rendre ces bateaux invisibles. Voilà. Alors, il y a eu un premier test en 1936 où on a réussi à obtenir une invisibilité partielle. Ah oui, quand même. Et donc la Navy, alors là, elle commence à être intéressée. Elle donnait déjà quelques fonds depuis 1931, mais alors là, elle a commencé à en donner suffisamment. Ouais. L'équipe s'est agrandie, donc c'est à ce moment-là qu'Einstein est devenu presque le directeur, disons. Ouais. En 1940, il y a eu un premier vrai succès sous la direction de Tesla avec un petit bateau vide qui est devenu complètement invisible. Ils ont réussi à rendre invisible un bateau, complètement. Complètement. Un tout petit bateau en 1940. Ah ouais. Alors à ce moment-là, évidemment, Tesla a eu un financement illimité. Ah bah, j'imagine bien, ouais, les militaires devaient être contents. Illimité, voilà. Alors, c'est là que entrent en jeu les deux frères Cameron. Ouais. Alors, le père, Cameron, Alexander, travaillait à la Navy. Ouais. Et d'ailleurs, il reste encore un mystère maintenant. Parce que vraiment, il avait des contacts avec les Allemands, avec tout le monde. Enfin, il était assez exceptionnel. D'ailleurs, il s'est marié 5 fois, il a eu pas mal d'enfants. Ouais. Enfin, voilà. Donc, il y avait Édouard, Ouais. l'aîné, Les frères et Cameron, puis ouais. il y avait son frère qui avait une bonne année de moins que lui. D'accord. Voilà, et tous les deux ont fait leur service militaire donc dans la Navy en 41. D'accord. Voilà. Alors, Roosevelt donna un bateau de guerre à Tesla en lui disant de le rendre invisible. Faites-le Ça, disparaître, quoi, 42. en fait, c'est ça. Tesla construisit le matériel, c'est-à-dire le matériel se comportait 3 émetteurs radio, 2 générateurs principaux parce qu'il fallait énormément de puissance. Au fond, c'est un travail d'ondes électromagnétiques, Bien mais sûr. avec énormément de puissance. On n'avait jamais imaginé pouvoir en produire autant. Ouais, Voilà. ouais. Alors, donc, il y avait les générateurs alimentés des séries de bobines magnétiques, qui sont les fameuses bobines Tesla. Il y avait 4 bobines montées sur le pont. Et puis, il y avait donc, comme je vous ai dit, il y avait un générateur d'ondes de radio. Et il fallait que les ondes de radio soient synchronisées avec certaines fréquences spécifiques. D'accord. Certaines ondes, vous voyez. Voilà. Et ça, tout ça, ça avait été développé par Tesla, qui avait imaginé déjà tout ça. Mais il avait besoin d'assez bien de temps parce que cette fois-ci, il fallait travailler sur un gros bateau. Et Alors, qu'est-ce que ça a donné, cette expérience sur le gros bateau? alors c'est là où il y a l'expérience donc. Alors il y avait une date butoir, mars 42 pour la Navy. D'accord. Mais Tesla ne voulait pas qu'il y ait un équipage. Ouais. Il a dit, je ne sais pas du tout ce que ça peut faire sur l'équipage parce qu'on avait déjà fait un essai et tout l'équipage avait été malade, certains étaient devenus fous. Enfin, il n'y avait pas eu de mort quand même. Mais et Tesla voulait un délai plus grand pour savoir exactement ce qui se passait sur l'équipage. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, sur la matière, ça n'avait pas d'importance, mais par contre, sur l'être humain, ça en avait. Ça, on avait. D'accord. Alors, Tesla a dit qu'il ne pouvait pas faire l'expérience en mars 42. D'accord. Alors, ils l'ont obligé quand même à en faire une, mais il a fait capoter l'expérience, c'est-à-dire que sa machine n'a pas marché, et il est sorti du projet. Ah, c'est lui-même qui a fait capoter l'expérience. C'est lui-même qui est parti. D'accord. Il a fait capoter parce qu'il n'était pas sûr du tout. On l'avait averti que vraiment, pour les hommes, c'était pas bon. D'accord. Donc, à ce moment-là, il a proposé von Neumann, qui donc a repris le projet. Alors, le von Neumann a pensé qu'il fallait un bateau neuf. Parce qu'il fallait installer le matériel d'une certaine manière. Donc, il y avait justement un bateau en chantier. On l'a baptisé l'Eldridge. C'était un bateau de 30 000 tonnes et il fallait ajuster parfaitement l'équipement qui était très lourd. D'accord. Très lourd, voilà. Alors, ils ont retiré la tourelle du canon avant et installé les 2 générateurs dans le trou, en bas, où il y avait la tourelle, voilà. Et les 4 émetteurs ont été mis sur le pont. D'accord. Alors, vers janvier 43, tout était prêt. On avait préparé un équipage spécial, tous volontaires,
parce qu'ils savaient qu'ils étaient en danger de mort quand même. Ouais. Tous étaient volontaires. Il y a eu 33 volontaires qui ont été entraînés spécialement. Bien sûr. On a fait des tests partiels qui ont réussi. Ouais. Voilà. Et puis... mais est-ce qu'elles ont été... Geneviève... oui, à ce moment-là, Tesla n'étant plus là, mais il avait donné tout son matériel, et en particulier, il avait donné un appareil très mystérieux qu'on appelait un générateur de temps zéro. Le générateur de temps zéro, c'était un générateur qui était branché sur le temps zéro du centre de la galaxie. Parce que tout le système solaire et tous les autres systèmes qui dépendent de la galaxie, qui sont dans notre galaxie, eh bien, doivent avoir cette référence. Et il fallait que les hommes il fallait certaines zones pour que les hommes soient branchés sur ce générateur de temps zéro. Autrement, ils risquaient de disparaître dans l'espace-temps. D'accord, ça permettait en fait finalement de partir mais de revenir, quoi. Voilà, exactement. D'accord. C'est que l'expérience aurait réussi ou pas, mais peu importe, ça permettait de revenir au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que les hommes partaient dans l'hyperespace et revenaient, quoi, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc Tesla l'avait mis au point, c'était pas encore bien au point, mais il avait quand même donné son générateur. D'accord. Alors, Geneviève, on va rester ensemble, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, on continue à parler du projet Montauk ce soir, de l'expérience de Philadelphie, bien sûr. On va avoir justement l'expérience sur un équipage dans un instant, on va voir ce que ça a donné. C'est un gros dossier, hein. Mon Elliot, ça fait beaucoup parler depuis longtemps, ça. Hein. Oui, on a beaucoup de questions pour savoir pourquoi la Maison Blanche a pas voulu parler du dossier. Eh bien, on verra cela dans un instant avec Geneviève Van Kelef, qui est mon invitée, jusqu'à 23h. Dorénavant sur Ado, les plus grands mystères de notre vie. Les plus grands mystères de notre vie. Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition, ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace court. Bob vous en dit toute la vérité. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Sachez que demain, et puisque je suis là tous les soirs, je le dis, cette émission est addictive, je vous donne rendez-vous, mais je suis là aussi. 21h minuit. Et demain, je voudrais vous rappeler que je vous offrirai les 40 règles d'or pour pratiquer la magie. Et oui, c'est un bouquin signé Clotilde d'Albépierre, notre sorcière bien-aimée. Elle sera à mes côtés. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, Répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Ado et rien qu'Ado tous les soirs. Geneviève Van Kelef est avec moi. Elle est auteure du livre Les Voyages dans le temps ou encore des rescapés de Montauk. Geneviève, justement, on va parler de l'expérience de ces générateurs mis sur un bateau et de l'expérience sur l'équipage. Sur un équipe, qu'est-ce que ça a donné justement? On a testé sur les volontaires, hein, les premiers hommes, ça a donné quoi? Oui, ça donnait quoi? Bien, le 22 juillet 1943, il y a eu un test complet avec l'équipage qui avait été choisi. Le bateau a été invisible pendant 20 minutes. Oui, parce qu'on rappelle à ceux qui viendraient d'arriver que finalement ce projet, c'était pour rendre invisible un bateau, hein, c'est ça, l'invisibilité. Voilà. Alors on a éteint, on est revenu au port, parce que le bateau est en mer. Hein. Il est visible du port de Philadelphie, bien sûr. Ouais. Et il y avait même des bateaux, il y a des bateaux extérieurs qui observaient également, à une certaine distance évidemment. Et puis voilà, donc le bateau est revenu au port et on s'est aperçu, comme l'avait prévu Tesla, que les hommes n'étaient pas bien. Ils étaient tous désorientés, certains avaient la nausée, d'autres déliraient. Enfin, bon, alors Von Neumann... Mais dites-moi Geneviève, je vous coupe, mais le bateau est resté invisible pendant 20 minutes. 20 minutes. C'est énorme. 20 minutes. À ce moment-là, oui. Donc, sauf que les hommes n'étaient pas bien. Alors, Von Neumann voulait un délai pour étudier les effets sur les hommes. Bien sûr. Et on lui a dit, eh bien non, la date limite, c'est le 12 août 1943. Alors, je vous dirai par la suite pourquoi le 12 août 1943, c'est très, très important. D'accord. Alors, par la suite, donc, on a su pourquoi. À ce moment-là, on ne savait pas, mais enfin... il a été obligé, il n'avait pas résolu le problème et le 12 août 1943, il a refait une expérience. Voilà. Alors, maintenant vont entrer en lice
Edward et Duncan Cameron, parce que c'était les deux hommes qui devaient mettre en route. C'était eux qui mettaient tout le système en route. D'accord. Ils étaient donc sur le bateau. D'accord, ok. Ils faisaient partie de l'équipage. C'était des physiciens. Ah, c'était les scientifiques, Même qui avaient des diplômes. Ils avaient travaillé beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, donc, on met le système en marche. Pendant 60 à 70 secondes, tout est OK. On ne voyait plus le bateau, sauf une légère silhouette. Quand c'est invisible, quand même, on voit le bord, un petit bord lumineux de l'ensemble. Je vois. Alors, vous voyez ça d'ici. Non, mais parce que j'imagine bien qu'en fait, finalement, c'est invisible, mais on voit quand même quelque chose quand on... on voit même quelque chose, on voit le contour du bateau. C'est ça. Voilà. Puis, tout à coup, un gros flash bleu et le bateau disparaît complètement. Wow. Von Neumann panique. On attend, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas du tout où il est. Mais il a disparu comment? Leibniz réapparaît dans le port 4 heures plus tard. Et pendant ces 4 heures, on n'a pas eu de nouvelles du bateau? On n'a pas de nouvelles du bateau. Et il était toujours donc à distance, il était à 16 km de la côte. Alors il était toujours à distance et aucun signal, personne ne dit rien. Bon, alors au bout d'un moment on envoie une vedette et voilà ce qu'il trouve. 2 hommes sont incrustés dans les parois d'acier, 2 autres sont incrustés dans les ponts. Leur chair est incrustée complètement, mêlée à l'acier. Voilà. Un 5e, il a une main incrustée, mais il est vivant. On a coupé la main et il est resté vivant. Voilà. Après, ceux qui étaient ailleurs couraient sur le pont complètement fous, et certains se consumaient sur place. C'est-à-dire, c'était une combustion spontanée. Finalement, Tesla avait raison d'avoir peur parce qu'il savait que ça allait avoir une influence sur l'homme, sur l'être humain. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, il y avait des gens qui apparaissaient, qui disparaissaient, qui apparaissaient ailleurs, qui réapparaissaient. Il y avait des gens qui, par la suite, il y avait un homme, son bras disparaissait. Alors, il était obligé de mettre un pansement. Et puis, il réapparaissait. Enfin, c'était vraiment fou. Et alors, est-ce que les frères Cameron, eux, s'en sont sortis? Alors, évidemment, ce sont les seuls qui s'en sont sortis. Ah, et pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la cale, ils étaient sous le pont. D'accord. Donc, et puis, ils ont eu un réflexe vraiment qui les a sauvés. C'est que, quand ils ont vu que ça commençait à aller mal, ils ont sauté, croyant sauter dans l'océan. Ils ont sauté par-dessus bord. Et quand ils se sont retrouvés, au lieu de se retrouver dans l'eau, ils se sont retrouvés 20 ans plus tard sur la côte de Montauk, c'est-à-dire de Long Island. Non. Long Island est à côté de New York. Oui, Long Island en fait. C'est parti de Long Island. Voilà. Long Island, on dit, Geneviève, mais c'est pas très grave. Ça oui, je vous prononce tout la française, moi. Parce que je lis l'anglais, mais le parler. Bon, alors dites-moi... Vous avez raison, oui. Geneviève, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés 20 ans plus tard? 20 ans plus tard. Alors on sait pourquoi, maintenant on sait pourquoi. Enfin bon. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu des hélicoptères qui étaient au-dessus, qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs. Mais sur le coup, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient 20 ans plus tard, bien sûr. Sauf que des gardes avec des chiens qui étaient sur la plage, eh bien, les ont emmenés et fait descendre des escaliers à un niveau 5 sous terre. Évidemment, c'était la base de Montauk qui, à l'époque, était construite. D'accord. Et c'est celle où on faisait, évidemment, le projet Phoenix. D'accord. Alors, ils ont été conduits au docteur Von Neumann. Alors là, c'était vraiment l'horreur parce qu'il venait de le quitter il n'y avait pas très longtemps, relativement jeune, et retrouver un vieillard. Alors, il leur a expliqué rapidement que, eh bien, l'expérience de Philadelphie avait provoqué une espèce de boule d'hyperespace qui avait emmené le bateau. Et qui, comme les générateurs n'étaient pas arrêtés, eh bien, il fallait absolument les arrêter parce que ça grossissait, cette boule grossissait énormément, et elle pouvait englober l'Amérique. Ah oui, carrément. L'Amérique totale, ou même le monde, la Terre entière, et tout ça, ça allait disparaître. Donc, il fallait qu'ils retournent en 43
Alors, c'était le 12 août, 43, et là, c'était le 12 août 83. Donc il y a 20 ans d'écart. Voilà, exactement. 40 ans d'écart, pardon. Oui. Alors, vous devez retourner là-bas et arrêter l'équipement. Si vous n'y arrivez pas, il faut absolument tout casser. Alors, ils avaient pris des haches et des marteaux et tout ça. Et on les a refait retourner là-bas sur le bateau. Ils se sont retrouvés sur le bateau. Au moment, évidemment, où les hommes, ils ont vu que les hommes étaient morts, etc. Et ils ont tout cassé, tout le matériel. Voilà. Mais attendez. Le générateur s'est éteint. Ouais, Geneviève, je vous coupe 2 secondes. Vous me dites qu'ils se sont retrouvés en 1983 et pour éviter une catastrophe, on a renvoyé les 2 frères en 1943. Oui, parce que en 83, on savait faire. On savait renvoyer les gens dans le temps. Mais je vous dirais, bien sûr, on va pas parler d'extraterrestres ce soir, mais aidés par des extraterrestres, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le voyage dans le temps a existé. Mais il existe toujours. Ils le font encore. Des expériences comme ça, ils les font toujours. C'est incroyable, ça. Eh oui. Ce qu'il y a, c'est ça, c'est que, bon, donc, l'expérience a échoué, c'est pour ça que sur le coup, évidemment, la Navy n'en a pas parlé, et qu'on a essayé plus tard de la reprendre, mais pour finir, on a abandonné le projet quand même, hein, puisque... Ben, la problématique, c'est que ça avait une incidence sur le corps humain, quoi. Ben c'est ça, il fallait absolument découvrir comment protéger les hommes. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Mais eux ont pu voyager dans le temps sans aucun problème? Sans aucun problème, parce que il y a certains extraterrestres qui sont capables de le faire. Bon, alors parce qu'en réalité, alors je ne sais pas si je vous continue l'expérience ou bien si je vous donne l'histoire des deux hommes. Ah oui, non mais racontez-moi l'histoire des 2 hommes là quand même qui sont. Bah oui, carrément. Ouais. Parce qu'en réalité, par la suite, Bielek s'est rappelé. Ouais. Il n'est pas arrivé à Montauk en 83 tout de suite. Ouais. Il est arrivé sur Alpha, sur Alpha, parce qu'il y a des extraterrestres sur Alpha de Centaure et sur Beta de Centaure. D'accord. Ils sont arrivés sur Alpha de Centaure et là, ils ont été d'abord soignés parce qu'ils avaient quand même des brûlures, voilà. Ah, oui. Et ils ont été soignés, mais c'était, attendez, alors là malheureusement, comme j'ai pas mes feuilles dans le bon sens, voilà, ça y est. C'est-à-dire qu'en fait, les extraterrestres les ont accueillis pour les soigner, en fait. Voilà. Ils racontent qu'ils ont sauté en 43 et atterri en 2137 sur Alpha du Centaure. Ils ont été soignés par des extraterrestres qui ressemblent aux hommes. Hein. Ah, oui. Ils ont passé 6 semaines sur un lit d'hôpital pour être guéris des radiations occasionnées par leur séjour dans l'hyperespace. Ça, c'est ce qu'ils ont raconté quand ils sont revenus. Oui. Enfin, quand seulement ils se sont rappelés. Oui, c'est ça. Parce qu'on leur a fait des lavages de cerveau, etc., évidemment. Hein. Voilà. Alors, de là, Al Bielek a été envoyé dans l'année 2749. Il y resta 2 ans. Il était accompagné d'un guide. Alors, il raconte comment était la société, etc. Et la société était dirigée par ce qu'on appelle les wigmakers. Les wigmakers, on les retrouve ailleurs, hein, dans d'autres dossiers. Voilà. Et en 2751, il a décidé d'aller rechercher son frère Duncan. Tous 2 retournèrent en 83 sur la plage de Montauk. D'accord. Voilà. Donc, tout ça entre 43, en fait, ils se retrouvent en 83, on les renvoie en 83, oui, pour 83 sur la Terre, ça a duré quelques minutes. Et leur séjour ailleurs, ça a duré, vous voyez, 6 mois plus 2 ans. D'accord. Donc en fait, je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver. Donc ils se retrouvent après cette expérience, donc 40 ans plus tard, de 43 en 1983, et on leur demande de revenir donc en 43 pour arrêter finalement le générateur qui risque d'englober l'Amérique et presque la planète. Et là, voilà. Exactement. Et enfin, voilà. Non mais je comprends. C'est bien, c'est bien. Et avant de revenir, finalement, ils sont récupérés par des extraterrestres. Donc ils sont retournés en 43 et ils ont été démolis. Hein? Bon, ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, les services secrets renvoient, c'est d'ailleurs pas pourquoi, renvoient Duncan, le frère de Bielek. Oui, je dis Bielek, vous verrez pourquoi. Renvoi Duncan en 83. Alors, restez là. Geneviève, on va marquer une pause musicale. On va se retrouver dans un instant. Vous continuerez à nous raconter cette expérience incroyable. Ce projet Montauk. Ce soir, vous vouliez qu'on en parle. C'est chose faite avec Geneviève Van Kelef qui a écrit 2 ouvrages dessus. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute?
Bah oui, il faut allumer son micro. Voilà, on va écouter Mary J. Blige avec Family Affair. Un petit retour dans le passé, au début des années 2000 sur Ado, avec un classique dans Bob vous dit toute la vérité. On aborde ici des sujets qu'on aborde nulle part ailleurs: ovnis, extraterrestres, entités, complots, maisons hantées ou encore le secret des pyramides. C'est ici sur Ado, de 21h à minuit, du lundi au vendredi, avec un best-of le dimanche soir. Désormais, l'application Bob vous dit toute la vérité est téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Ouais, profitez-en, elle vous permet d'écouter de n'importe où en France l'émission, le direct tous les soirs, d'avoir les podcasts, d'avoir également accès aux vidéos, aux réseaux sociaux, et puis je vais vous parler de la possibilité pour vous de nous écouter de partout en France. Sachez que dès le 1er juillet, on aura de bien bonnes nouvelles à vous annoncer, notamment des fréquences qui vous permettront de nous écouter dans 40 villes de France. Bob vous dit toute la vérité. Cette tempête a d'une certaine façon affecté le temps tel que nous le concevons. Elle a créé une porte s'ouvrant sur une autre ère. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Geneviève Van Kellef est avec moi ce soir jusqu'à 23h. Elle a écrit Les Voyages dans le temps et Les Rescapés de Montauk, qui est justement, c'est de cela dont on parle ce soir. Donc nous étions en pleine expérience, l'expérience de Philadelphie, Geneviève. Donc 1983, les deux frangins Cameron se retrouvent finalement, mais entre-temps, ils ont été récupérés par des extraterrestres. Et puis il s'est passé d'autres choses. Oui. Voilà, bon, alors, en 43 quand même, hein, à partir de ce moment-là, von Neumann comprend qu'il faut évidemment faire des études beaucoup plus complexes pour retrouver. Alors on rappelle, Geneviève, que von Neumann, finalement, c'est le chef de l'expérience, hein, c'est le responsable de l'expérience. C'est le responsable, oui. Et ils veulent rendre invisible un bateau. Oui. Et c'est lui qui a construit les ordinateurs, hein, c'est lui l'inventeur de l'ordinateur électronique. Oui, bien sûr. Donc il a compris qu'il fallait que les données soient mises sur ordinateur pour essayer d'adapter cela à chacun. D'accord. Parce que voilà, la puissance électromagnétique était tellement forte, tellement grande, qu'elle rompait les références de temps des individus. Chacun de nous, au moment de sa conception, exactement au moment de sa conception, eh bien, c'est sa référence de temps. Et c'est ce qui fait que pour nous, le temps s'écoule du passé au présent puis au futur. Alors revenons à notre expérience, Geneviève. Oui, c'était pour vous dire ça. Voilà. Alors, quand les champs se sont effondrés, donc, ils ont perdu leur référence, et c'est pour ça qu'ils partaient à la dérive. Ouais. Certains ne sont jamais revenus, parce que certains parce qu'on a continué à refaire quelques expériences, et certains sont restés dans l'hyperespace. Voilà, on ne jamais retrouvé. C'est ce qu'on rappelle. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a eu une expérience et que finalement, un bateau est resté invisible, et malheureusement, quand il a réapparu, des corps étaient carrément, mais encastrés dans la tôle, enchevêtrés dans la tôle, et finalement on s'est aperçu, et Tesla avait raison, qu'on arrivait à faire disparaître le dur, la matière, mais que l'être humain subissait lorsqu'on faisait ces expériences de voyage dans le temps. Voilà. Alors, on va quand même dire pourquoi, de peur qu'on l'oublie par la suite, pourquoi le 12 août. Oui. Parce que la Terre, elle a aussi ses biorhythmes. Alors, 12 août 1943 dans un premier temps, et retour des deux frères, réapparition des deux frères, 40 ans plus tard, 12 août 1983. Voilà. Alors, la Terre a 4 biorhythmes avec un pic tous les 20 ans, et ce pic est toujours le 12 août. Plus ou moins une journée quand même. Ça dépend des années, bien entendu. Voilà. Alors, donc c'est le biorhythme de la Terre, et à ces dates, on peut aller, c'est là où c'est le plus facile pour aller dans le temps. Voilà, sur la Terre, tout au moins. D'accord. Voilà. Donc c'est là qu'on peut faire le plus facilement les voyages dans le temps, c'est ça? Voilà. D'accord. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la fin de l'expérience? Ce qui s'est passé après, donc, c'est que Duncan Cameron a été envoyé en 83. Seulement, voilà, en 83, il a commencé à vieillir très très vite. Parce que quand on a été dans l'hyperespace et qu'on a perdu ses repères, il y a 3 possibilités. Ou on vieillit normalement. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour son frère, il a vieilli après normalement. Ou alors on ne vieillit plus du tout, ou on meurt, on vieillit très très vite. Il vieillissait d'1 an tous les jours, donc il est mort.
D'accord. Alors, il est mort, et à ce moment-là, c'est là aussi où ça devient fantastique, parce que à ce moment-là, on a demandé au père, à Alexander Cameron, de refaire un enfant. D'accord. Il a refait une fille, puis il a refait un garçon, et on avait pris l'âme, parce que ça aussi c'est une technique, le transfert d'âme, c'est une technique qui est connue actuellement, et on s'est transféré l'âme d'une personne dans un autre corps. Ça, les aliens savent le faire, on l'avait vu, ça avait été décrit par plusieurs témoins, etc. Et maintenant, les hommes savent le faire. Bon, donc, on avait gardé l'âme, et le 12 août 1963, on a transféré l'âme de Duncan, on l'a mis dans le frère, dans son demi-frère, parce que c'était pas la même mère, on l'a mis dans son demi-frère, qui avait 12 ans. Alors Geneviève, je vous avouerai que Geneviève, il est toujours vivant. Geneviève, on va marquer une pause parce qu'il faut gagner notre vie. Et essayez de vous rassembler parce que je suis perdu. j'ai complètement. Alors on va essayer pendant la pub d'essayer de tout remettre en place parce que là, 43, 72, ça, je suis complètement à la ramasse. Ben oui, c'est juste au milieu, le 20. Mais oui, mais non, mais je veux dire, il y avait eu 40 ans entre les deux, il n'y avait pas eu 20 ans. On va essayer de se rassembler dans un instant. Mathieu, marque une pause, on se retrouve juste dans une poignée de secondes. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, Répondez Ado. et Bob vous dit toute la vérité. Oui, et dans 20 minutes, sachez-le, j'aurai avec moi Géraldine Garance. Elle me livrera son ressenti sur ses vies antérieures. Et oui, mesdames et messieurs, grâce à ses guides spirituels, eh bien, elle s'en souvient et on parcourra comme ça, tel un livre, eh bien, ses vies, et c'est assez étonnant. Dorénavant sur Ado, les plus grands mystères de notre vie. Les plus grands mystères de notre vie. Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition. Ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace-court. Bob vous en dit toute la vérité. Avec Geneviève Van Kelev, ce soir, on parle donc de Montauk, le projet Montauk, l'expérience de Philadelphie. Alors, je suis obligé à chaque fois, Geneviève, de rappeler ce qui s'est passé. Donc, Nikola Tesla, dans un premier temps, a travaillé sur l'invisibilité. Et puis, finalement, il s'est retiré parce que l'armée américaine lui avait demandé de faire disparaître un bateau, sauf qu'il s'est aperçu que ça marchait pour la matière, mais pour les êtres humains, c'était un peu dangereux. Donc Van Neumann a repris l'expérience alors que Tesla en est sorti. Et finalement, ils ont en 1943, le 12 août, tenté l'expérience, réussi à faire disparaître un bateau. Sauf que les deux frères, Duncan Cameron et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, mais quoi qu'il en soit, eux ont réussi à ne pas revenir traumatisés physiquement, et par contre ils se sont retrouvés 40 ans plus tard, c'est-à-dire qu'ils sont partis le 12 août 43 et se sont retrouvés le 12 août 1983, et entre-temps ils ont vécu des choses, c'est ça? C'est ça, voilà. D'accord, voilà, j'ai recentré le truc. Alors, Alors Albenek, qui était resté en 43, qui était revenu sur le bateau, qui était resté sur le bateau, lui, évidemment, il a été sorti du projet, il a fait autre chose. Et puis, il commençait à devenir gênant, parce que il avait eu un lavage de cerveau, donc au départ, il ne se rappelait plus de rien. Jusqu'au moment où il est allé un jour, il a fait une visite à Montauk, à la base de Montauk, et c'est à ce moment-là que tout lui est revenu, pas tout d'un seul coup, mais peu à peu, vraiment, tout lui est revenu. C'est-à-dire quoi? Attendez, Geneviève, c'est-à-dire qu'en fait, les deux frères sont allés en 43, après ils sont revenus en 1983, alors que il y en a un qui est resté en 1943, c'est ça? Voilà. Ils étaient revenus tous les deux en 43. Il y en a un qu'on a renvoyé en 83. D'accord. Et l'autre est resté en 43. L'autre est resté. D'accord. Voilà. Et cet autre, eh bien, alors là, on a fait encore une autre expérimentation, encore peut-être pire que celle de Duncan. Ouais. On l'a régressé en âge et on l'a mis jusqu'à l'âge de 1 mois. Et là, il a été placé dans une famille, la famille Bielek. Il a été placé dans la famille Bielek qui venait de perdre un enfant d'1 mois. Les parents ont eu un lavage de cerveau, ils ont cru vraiment que c'était leur enfant. Non mais attendez, Geneviève, vous êtes en train de me dire qu'on est capable de faire régresser un homme, et que on peut de l'adulte, on peut le faire revenir en un bébé. Enfant, oui. Mais comment?
Ah ben ça, je sais pas. Je vais insister, mais il paraît que oui, il n'est pas le seul. Hein. Nous avons beaucoup d'autres exemples. Hein. Oui. Ça, c'est une technique, qui a été faite au départ, là, c'était fait par les Orions, mais qui a été faite au départ par des extraterrestres devant des terriens, et puis petit à petit, des techniques, ça s'apprend. Hein. D'accord, alors ça tombe bien que vous me parlez... Il est revenu dans la famille Bielek, c'est pour ça qu'après il s'est appelé Albielek. Il ne se rappelait plus de rien jusqu'au jour où il était à la Montauk, et qu'il s'est rappelé même donc quand il était... Et il a recommencé sa vie. D'accord. Donc ce sont des vies parallèles. D'accord. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce que vous me dites, avec l'expérience, avec le projet Montauk et l'expérience de Philadelphie, finalement, on s'aperçoit que au même moment, alors que on se parle, la Geneviève, il y a donc des gens qui vivent à une autre période, à une autre époque. Qui vivent la même époque. Qui vivent même la même époque. Et il paraît qu'on peut se téléphoner, on peut se parler, on peut rencontrer son double. Non mais... mais il paraît que le rencontrer, c'est... Albielek prétend que ce serait la mort. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit que ça s'était fait et qu'il n'y a pas eu la mort. D'accord. Mais... C'est une sorte de clone, mais c'est vous-même. C'est ça qui est terrible. Toujours est-il qu'Albielek est revenu, donc en 1927. Il est devenu donc Bielek et il a fait des études, là il n'était plus physicien, il a fait des études en électromagnétisme et il a fait une autre carrière. Hein. Et puis par la suite il s'est rappelé il s'est rappelé donc tout, même de sa première vie. Ouais. Il s'est rappelé qu'il avait eu une femme, qu'il avait eu un enfant. Ouais. Hein? Et figurez-vous qu'en l'an 2000, sa femme est morte entre deux, mais en l'an 2000 il a retrouvé son fils. Ils ont retrouvé les photos de famille, etc. On a les photos d'Albielek quand il était Edward Cameron et on a les photos d'Albielek quand il est Albielek. Incroyable. Il n'a pas le même corps quand même parce que là, il a grandi, il y avait quand même des anomalies. Il avait des jambes très très longues. Albielek n'est pas mort il est mort le 10 octobre 2011. D'accord. À l'âge de 84 ans. 84 ans en tant que Bielek. Hein. Dites-moi, Geneviève, vous êtes au courant, vous, de cette coupure géante d'électricité à New York qui a eu lieu à la date d'anniversaire de l'expérience ou pas du tout? Non. Moi, ça, je ne suis pas au courant. Parce qu'il semblerait qu'il y ait eu une coupure géante. Peut-être qu'on a essayé un des générateurs et puis que ça provoque une coupure de courant, c'est très possible. Mais vous m'avez parlé de quelque chose qui est intéressant, j'aimerais qu'on avance là-dessus parce qu'il est déjà 22h45. C'est que vous m'avez dit que... Une autre petite chose qu'il faut que je vous dise. Allez-y. C'est important. Oui, et après on avance. Il y avait 3 ovnis qui ont observé l'expérience de Philadelphie. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, finalement, les ovnis... L'un des 3 a été pris dans l'hyperespace et il est tombé, il a été pris, il est tombé à Montauk. Si bien que cet ovni, on l'a toujours, il est toujours à Montauk. Enfin, je ne sais pas s'il est maintenant à Montauk encore, mais enfin, il a été observé par beaucoup d'autres personnes. Ouais. Il était doré, et il y avait un équipage de 7 extraterrestres, mais qui ressemblent à des humains, et qui ont vécu. Ils sont tous, d'ailleurs, ils se sont entretués à la fin. Ah bon? Il y avait donc cet équipage. Bon, on va peut-être pas traîner sur ça. Mais ce que je veux dire, attendez, Geneviève. Oui, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que vous êtes en train de me dire, parce qu'on peut pas passer comme ça sur des choses, on peut pas dire des choses et y passer. Vous êtes en train de me dire que, donc, le jour où on a fait cette expérience à Montauk, il y avait donc des ovnis. À Philadelphie. À Philadelphie, oui. Donc il y avait des ovnis, c'est ça? Il y avait 3 ovnis observateurs, oui. D'accord. Et ils ont été pris, finalement, un seul a été pris dans l'hyperespace. Voilà. Oui. Quand ils ont déclenché, finalement, l'expérience, un a été absorbé, finalement, avec l'eau du bain, si je veux dire. Voilà. Et donc, l'ovni s'est cassé la gueule. Pas vraiment, il était même pas abîmé, hein. Il s'est posé sur le sol, à Montauk. Et avec 7 hommes d'équipage? Avec 7 hommes d'équipage. Mais ils ressemblaient à nous? Le chef, ils étaient 4, il y en avait 3 qui parlaient. Ouais. Et il y en avait 4 qui ne parlaient pas, dont le chef. Et les 3 ont parlé et le chef les a assassinés. Puis ensuite, donc il y restait les 4, ils ont vécu un moment et puis pour finir, un jour ils ont disparu. D'accord. Bon. C'est quand même... Et l'armée les a pas récupérés, rien du tout? Ah si, ils étaient avec eux. Ils étaient à la base de Montauk. Vous pensez qu'ils ont été faits prisonniers? D'accord. Et ils venaient d'où, ces extraterrestres? Eh bien, on ne sait pas.
On sait pas, c'était pas, on sait ce qu'il n'était pas. Ouais. Hein, il n'était aucun de ceux qu'on connaissait à l'époque. Ni petit gris, ni reptilien, Mais machin on ne comme sait ça. pas qui ils étaient, mais ils ressemblaient vraiment à des hommes, sauf qu'ils avaient le teint un peu comme du cuir, la peau comme du cuir, assez rude. Assez tanné. Mais ils étaient physiquement comme des hommes, voilà. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit alors? Oui, alors donc Albielek a recommencé sa vie, et voilà, bien sûr, il a été éloigné du projet. Alors le projet, pour finir d'invisibilité, eh bien, ils ont encore essayé, ils ont reconstruit du matériel, ils ont essayé à nouveau les années qui ont suivi, et puis pour finir, il y a toujours eu des problèmes, parce que le bateau qui était vraiment souvent invisible, eh bien, on le retrouvait une fois d'un côté, une fois d'un autre côté, où il disparaissait, l'équipage, tout le monde, enfin, il y avait toujours des problèmes. Donc, ils ont arrêté l'expérience. Oui, parce que j'imagine que une fois qu'ils ont fait cette première expérience où les hommes ont été plutôt amochés, ils ont arrêté d'en faire avec des hommes ou ils ont continué à en faire avec des hommes des expériences? Ben, ils ont continué, oui, avec quelques hommes, mais pour finir, mais toujours des volontaires, bien sûr, quand même. Et puis, comme ça n'allait pas, ils ont arrêté vraiment. Pas longtemps après, d'ailleurs. Ben, vous savez aussi que Tesla a été tué dans sa chambre d'hôtel 10 mois après qu'il ait eu quitté le projet. Ah ouais. Ah, d'accord. Ouais. Bon, d'accord. enfin. Est-ce que y a seulement les Américains ont fait cette expérience ou on a eu des expériences ici à travers la planète? On n'a pas entendu parler. Il est possible qu'il y en ait eu d'autres, mais on ne connaît que celle-là, oui. Ouais, c'est ça. Alors par contre, vous savez que le bateau l'Eldridge a été complètement désamorcé. On a tout enlevé, tout le matériel et tout. Il a été vendu à la Grèce. Ouais, c'était le USS Eldridge. Il a été rebaptisé d'ailleurs. Il a servi un bon moment. Et maintenant, je crois que c'est fini. Il a fini sa vie. Mais le journal, vous savez, le journal de bord, eh bien, il y avait évidemment, toutes les pages avaient été arrachées avant cette date, évidemment. Ouais. Le pire, c'est que finalement, ce bateau est revenu le 12 août 1983, alors il venait de 1943, finalement. Le bateau, on ne sait pas s'il est allé... Ce sont que les hommes qui sont allés en 83. Le bateau, on ne sait pas, mais parfois, oui, parfois il disparaissait, parfois il réapparaissait ailleurs. On le voyait à un certain endroit, et puis il disparaissait, et puis voilà. Bon. Bah écoutez, en tout cas, je sais pas ce que ça va donner pour la suite des événements. Je ne sais pas si l'armée américaine va reprendre ce projet, parce que finalement c'est un sublime projet militaire. Vous imaginez si on arrivait à rendre invisibles les navires de guerre, la force incroyable. Et de toute façon, encore une fois, mais vous pensez-vous que les extraterrestres, vous pensez que c'était une technique extraterrestre qu'on avait voulu tenter là avec Tesla ou pas? Oui, c'est une technique extraterrestre. Oui, parce que Tesla lui aussi, il était en communication avec des extraterrestres. Mais lui, seulement des communications par radio. Seulement par radio. Et c'était des extraterrestres qui... il y avait surtout les communications quand Mars était au plus près de la Terre, parce qu'ils avaient une base sur Mars. D'accord. Oui. Ah ouais. Alors, certains disent que ce sont des Syriens. Bon, des extraterrestres de Sirius, on en connaît. On sait comment ils sont. Ils sont associés, en général, ils sont associés aux reptiliens. Mais enfin, bon... on ne sait pas si c'était ceux-là ou si c'était des Pléiadiens. Mais dites-moi, ça veut dire que Nikola Tesla, toutes ces connaissances, il les recevait des extraterrestres? Voilà. Bon, il fallait quand même les mettre en application. Il fallait mettre en application parce que chaque fois que des extraterrestres ont donné des indications aux hommes, ils n'ont jamais donné les choses toutes faites. Ils ont toujours donné quelques indications, jamais la théorie, quelques applications pratiques, et puis débrouillez-vous. Quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui qui ont été données par les extraterrestres? Vous n'avez pas lu le livre du colonel Corso? Mais oui, il y a un tas de choses qu'on utilise aujourd'hui. Les fibres optiques, il y a eu un tas de découvertes qui ont été faites grâce à des indications. Il y a même eu, vous savez que même Hitler on lui a offert une soucoupe volante dans les Alpes bavaroises, une soucoupe volante toute intacte. Ah oui. Sans personnel, sans rien dedans, mais avec tout le matériel. Mauvais choix là, de la part des extraterrestres. Qu'il avait fait ses vrils, etc. À une but, oui. Bon.
Bah écoutez, Geneviève Van Kelev, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir tenté de nous expliquer le projet Montauk, parce que c'est pas simple, bien sûr, avec ces allers-retours dans le temps. Oui. Je rappelle que vous avez écrit Les Voyages dans le temps, édité à compte d'auteur, tout comme Les Rescapés de Montauk. Voilà. Alors, l'expérience de Philadelphie, c'est rien que dans Les Rescapés de Montauk. Oui. Alors après, tout le projet Phoenix avec tous les voyages dans le temps, ça c'est dans les autres livres, oui. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui on fait encore des expériences de voyage dans le temps ou pas? Mon Dieu, oui. Ah ouais. Ah mon Dieu, oui. Ah d'accord. Oui, oui. D'accord. On connaît des hommes qui ont eu exactement la même chose que Bielek, Ah ouais. qui ont été régressés dans le temps et qui ont revécu une autre vie. Voilà, oui. Ah, Il y a, d'ailleurs, Preston Nichols, qui a travaillé à Montauk aussi, a eu les mêmes expériences. Oui. Il y en a plusieurs. d'accord. Bah Voilà. écoutez, c'est assez incroyable. Merci Geneviève Van Kelev d'avoir été avec moi. De rien. À bientôt. Au revoir. Direct, podcast, programme, actu. Pour ne rien laisser passer, téléchargez gratuitement l'appli Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store. Profitez de l'application. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire quand est-ce qu'elle arrive, elle sera dispo sur Android. C'est pas moi qui suis l'informaticien, je n'y connais absolument rien. Je fais développer le bousin et j'espère avoir un retour très prochainement. Et ainsi vous pourrez donc profiter de tout ce qu'elle procure comme avantage, cette appli. Je rappelle également que vous pouvez télécharger tous les podcasts sur iTunes, c'est gratuit là aussi. Que le dimanche soir, il y a le best-of, vous voyez, pour nous louper, il faut vraiment le vouloir. Quoi qu'il en soit, je sais que cet entretien avec Geneviève Van Kelev, bon, pas simple, hein. Souvent Geneviève, elle s'éparpille un peu. Il faut essayer de recentrer tout cela. Elle a un peu comme les frères Cameron, c'est-à-dire que des fois elle est éparpillée un peu en fonction des époques, mais en tout cas c'est vrai que c'est pas simple à expliquer. Ça a beaucoup fait parler quand même mon Elliot sur la page Facebook. Oui, surtout que sur la page Facebook, on a des grands fans de Tesla. Ah Donc, ouais, d'accord. Là, l'expérience leur a plu. Eh ben voilà, eh ben tant mieux. Dans un instant, tout autre genre, on va parler de vie antérieure avec Géraldine Garance. En attendant, un peu de musique, bon Mathieu. Ouais, avec Justin Timberlake et Jay-Z, vous êtes sur Radio, vous écoutez Bob vous dire toute la vérité et on écoute Solentai et on revient dans quelques instants. Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux En podcast sur adofm.fr. et en best-of le dimanche sur Ado. 21h minuit.